m'adressait pour me dire si c'était bon ou pas bon, sauf pour le Boulet qui est ce volume-là, qui est le dernier sorti, le 7e. Et lui, comme il dessinait, qui est très bon scénariste aussi, il m'a dit moi je veux le faire tout seul, tu me pitches juste tout ce que tu sais sur l'univers, et on va faire comme ça. Et donc ils sont très bien sortis. Et à la base aussi, moi, tu me dis si tu veux prendre la parole un moment pour dire n'importe quoi, parce que sinon je n'arrête pas. À un moment aussi, en fait, cette histoire d'amas intergalactique qui bloque le passage du vaisseau, je savais, donc au bout du premier volume, on comprend tout de suite que ce sont des tombeaux, des cercueils, des mausolées, des bouts de planètes avec des cimetières. Et ça, c'était mon concept de base, mais enfin, un des concepts de base, mais je ne savais pas pourquoi c'était là. Et je me suis dit, avec les co-scénaristes, peut-être que je vais trouver une solution. Et effectivement, c'est Emmanuel Guibert qui m'a apporté une des solutions, et Boulet, 2 semaines après, sans s'être concerté avec Emmanuel, qui m'ont donné la même solution, qui était très intéressante et que j'ai conservée, et qui apparaît dans le 6e et 7e album. Et après, dans le 8e, il y a encore un twist. Mais cet amas cette nécropole galactique, c'était une idée que tu avais eue depuis vachement longtemps en plus. Moi, je lisais de la SF quand j'étais gamin, de 14 ans à 20 ans, j'ai lu tous les romans, toutes les anthologies de nouvelles de l'âge d'or de la SF américaine. J'ai lu quelques livres aussi français comme Andron. Donc j'adorais ça. Après, j'ai un peu arrêté, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ah oui, je prenais plus le train, c'est pour ça que dans le train, je lisais tout le temps. Après, je suis devenu riche, je prenais l'avion ou le taxi. Donc ne devenez pas riche, sinon vous arrêtez de lire. C'est peut-être pour ça que les libraires ferment, c'est toute la population devient riche. Non, c'est pas ça. Donc, alors vous avez compris, je dis n'importe quoi tout le temps, et de temps en temps, un vrai truc. Et donc, le principe de la science-fiction, moi j'adorais, j'ai toujours été fan. Mais c'est toujours un petit peu. Même là, être aux Utopiales, j'ai toujours l'impression d'être un usurpateur. Parce que je tripote le truc un tout petit peu de loin, mais je tape pas dans le gras, je cherche pas des nouvelles solutions. Donc c'est vrai que là, on a fait un truc qui s'apparente à une espèce de feuilleton, où j'étais un petit peu le showrunner. Mais voilà, j'ai un peu honte parce que c'est de l'amusement, du fun, avec beaucoup de twists, beaucoup de surprises, et à chaque fois un album avec une thématique. Mais le côté justement usurpateur, en fait, moi quand Olivier, voilà, quand tu expliques que tu présentes le projet en premier à Lewis, c'est vrai qu'en termes de vos deux carrières, en fait, c'est pas évident de se tourner vers Lewis pour un projet de science-fiction, quoi, je dirais, entre guillemets, puisque là, il y a quand même tous les avatars de la science-fiction, et on sent cette raison de la franche camaraderie en premier, en fait, qu'on retrouve dans la bande dessinée. C'est pour ça que cette idée de groupe, de travailler en groupe, j'ai l'impression que presque l'histoire, c'est presque un prétexte, en fait, pour travailler avec le groupe, quoi. Oui, voilà, avec Lewis, depuis que je suis installé à Montpellier depuis 10 ans, on a appris à se connaître. Donc pour nous, il n'y a pas cette scission vue de l'extérieur. De toute façon, elle existe de moins en moins, côté un peu l'association et de la BD plus mainstream. Mais c'est vrai qu'en parlant comme ça du début, il y a un côté vraiment recherche, pour moi, il y a un côté recherche et développement. Il y a eu plein de séries concepts en bande dessinée, mais sous cette forme, avec l'idée de reboot et surtout d'avoir des visuels hyper identifiés dans chaque bouquin. En général, les séries concepts, ça peut être avec plusieurs dessinateurs, mais un peu toujours de la même famille de dessins réalistes et tout. Là, on peut aller de choses assez arty à des trucs un peu plus réalistes. Et je comprends que Lewis, ça les fait flipper un moment, parce que, en fait, pour moi, ce côté chaotique, recherche et développement, et l'idée, ça ressemble un peu à la nécropole, une espèce de truc qui tourne avec des trucs qui s'entrechoquent et tout. Et puis le cerveau de Lewis, il est un peu clean comme l'intérieur du vaisseau qui arrive là, pour essayer de démerder un peu le truc. On a fait la liste des dessinateurs ensemble, de ceux avec qui on voulait travailler. Et il y a la liste aussi des co-scénaristes. Ils sont tous d'accord? Non, il y a des noms qui ont été rejetés de tous les côtés. Mais c'est vrai qu'au début, au niveau graphisme, on ne savait pas jusqu'où on pouvait aller. Donc on s'est posé la question sur
sur Olivier Balèze, qui est peut-être le moins réaliste de tous, qui est plus graphique. Il a un dessin très... Mais comme il a un dessin très affichiste, on va dire quoi, des années 60, ça marchait bien quoi, avec notre référentiel. Il y a des scénaristes, moi j'ai demandé par exemple à Étienne Davodo d'être co-scénariste, et je lui ai montré quelques images qu'avait fait Olivier. Il m'a dit ah non, moi de la science-fiction avec des nanettes avec des gros nichons, ça ne m'intéresse pas. Donc il a refusé l'offre. Petit joueur. Voilà. Et moi je voulais Arleston aussi comme co-pitcher à un moment sur le boulot, et te dit moi non. Ouais, je pensais que c'était pas forcément utile tout de suite. Peut-être si on en avait fait d'autres après, on aurait fait appel à lui, mais pas tout de suite. Et ben voilà, moi j'ai découvert vraiment des façons de travailler très différentes de la mienne, en tout cas au niveau du scénario. Une rigueur j'ai une certaine rigueur, mais pas comme Velman, un laxisme, pas comme Chris par exemple. Et avec Davy Mourier, par exemple, on a écrit le premier ensemble, mais en fait c'était le numéro 4. Donc j'ai dû écrire en fonction de ce qu'on ne savait pas encore, ce qui est toujours un petit peu bancal, mais en même temps, moi j'adore ce travail d'équilibriste, j'aime bien jouer, j'aime bien le côté ludique. Donc pour moi c'était excitant, dès que j'avais une contrainte, moi j'adore. L'écriture des tomes ne s'est pas faite d'une manière chronologique, tu veux dire? Pas du tout, non. Et ça dépendait de quoi finalement? De la disponibilité des co-scénaristes. L'idée c'était qu'on retombe sur nos pattes dans les 2-3 derniers, quoi. Après, le début, en tout cas, chacun puisse être lu indépendamment. Oui, le fait qu'il soit indépendant. Ce que je savais à peu près, c'était que dans le premier, comme il y avait une race de nécrophages dans le vaisseau intergalactique, ces nécrophages sentent tous les cadavres à l'extérieur et ils s'emparent du vaisseau pour bouffer tout ce qu'il y a autour. Et donc ça, c'était sûr qu'on ne pouvait pas s'en passer. Donc après, je demandais à chaque co-scénariste, est-ce que ça t'intéresse une histoire avec des nécrophages? Et c'est Zeb qui m'a dit, moi je veux bien faire ça comme ça, mais aussi une histoire d'amour. Je lui ai dit, allons-y. Amour et nécrophagie, ça peut fonctionner. Mais on a travaillé vraiment cette série-là comme... moi, j'ai jamais travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait ça comme une série télé, c'est-à-dire que Olivier a fait le design du vaisseau, des couloirs, des uniformes, des flingues. Et petit à petit, quand on avait besoin d'armes en plus, par exemple avec des Mourier, on a écrit au début, on a dit à un moment, on a une espèce de bouclier sur lequel en plus les personnages puissent flotter pour avancer. Donc on a demandé un design à Olivier pour faire ça, et ça a été utilisé tout du long après.